découvert brusquement que ça ne m'intéressait plus. J'ai tout abandonné. Pognon, 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 je n'entends parler que de ça tous les jours. Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. L'avenir, toujours si clair pour moi, était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Et toi, t'es heureux? Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Cette semaine, c'est moi qui reçois Lucille Cailly. Lucille est une ancienne joueuse de poker professionnelle devenue comédienne. On parle évidemment de poker, de son premier Vegas à sa deuxième place à l'European Poker Tour de Monaco en 2012 pour 1 million d'euros. Elle nous parle de son addiction à la cocaïne, la nécessité de se lancer dans un projet pour s'en sortir et ses débuts dans le stand-up. Lucille aborde également la difficulté de se faire apprécier par le public en 5 minutes lorsqu'on a gagné autant d'argent. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne SoundCloud ou sur iTunes. A très vite et bonne écoute. T'es parti donc aux États-Unis pour étudier. Ok, donc ouais, je suis partie aux États-Unis pour faire ma licence de philo et quand je suis revenue, je me suis rendu compte qu'il serait peut-être important de réfléchir à comment j'allais gagner de l'argent dans le futur parce que ça n'avait jamais été vraiment une question que je me suis posée. C'est pour ça que je faisais de la philo et du théâtre. T'avais quel âge à ce moment-là ? 22. Ouais, 22. Et donc je suis revenue en France, je me suis rendu compte que je voulais pas être prof de philo, que tout ce que je voulais c'était lire de la philo, et pour ça, j'avais clairement plus besoin d'être à la fac pour ça, et surtout, encore une fois, c'était vraiment important que je trouve une façon de gagner de l'argent. Je me suis rendu compte que je voulais plus être actrice, parce que les auditions me rendaient malade, littéralement. Donc pendant un bon mois et demi, j'ai fait une bonne dépression où j'ai passé mon temps à manger des Pringles au lit en regardant des séries. Et ce qui est pas si différent de ma vie à l'instant, mais à l'instant au moins je sais que j'aurais pas de problème à acheter les prochains Pringles, tu vois. Alors qu'à ce moment-là, c'était pas vraiment le cas. Et mes deux colocs, donc deux ingénieurs, ont organisé une partie de poker où j'étais pas invitée parce que je suis une femme. Mais quelqu'un s'est désisté. Du coup, ils m'ont demandé de participer. Là, à ce moment-là, t'avais vraiment jamais joué ? Jamais. Je connaissais le jeu de poker par les films, mais j'avais jamais joué, je connaissais pas les règles, rien. J'ai appris les règles 15 minutes avant la partie. Alors, c'est totalement anecdotique, mais j'ai défoncé tout le monde. C'est totalement anecdotique parce que tout le monde était nul, moi y compris. Et j'imagine que ça a un peu changé la suite des événements. J'ai gagné, et puis j'ai gagné violemment. Mais je me suis rendu compte aussi instantanément que je comprenais même pas le début du début de jeu. Et du coup, dans les 3 prochains mois, j'ai passé mon temps à étudier le jeu, à regarder des vidéos, à aller sur des forums. J'ai fait que ça. Un peu de la même manière que j'avais découvert la philo. Donc j'ai découvert la philo en terminale. Et en terminale, j'ai lu tout Platon, tout Nietzsche, sans avoir les compétences exactes. Parce que pour lire Nietzsche, il faut déjà avoir un minimum de connaissances en philosophie, ce qui n'était pas vraiment le cas à ce moment-là. Mais j'ai fait la même chose avec le poker. Et après 3 mois à étudier le jeu, j'ai rompu avec mon mec le jour de mon anniversaire. Je suis rentrée chez moi, j'ai booké un billet pour Vegas pour le lendemain matin. Parce que je suis quelqu'un d'un peu impulsif. Donc là, à ce moment-là, t'avais 3 mois de poker derrière toi. C'est ça. Et pas 3 mois de poker à jouer, 3 mois de poker à étudier. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Je pensais que j'étais bien plus douée que je l'étais réellement. J'avais énormément de connaissances théoriques, mais il s'avère que quand tu es mis dans la fosse du lion, la théorie, ça s'envole un peu, et juste, il n'y a rien qui remplace l'expérience. Les connaissances ne remplacent pas l'expérience. Et du coup, je me retrouve à l'aéroport à Paris, de bon matin, et il y a 2 joueurs qui sont en train de parler à l'hôtesse qui leur demande pourquoi ils vont à Vegas,
Et ils disent on va jouer les World Series of Poker. Et je savais même pas que ça existait, les World Series of Poker. Mais je me suis dit, il faut que je leur parle. Et il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui fait ça du tout. Les gens que je connais pas, j'aime pas trop les gens que je connais pas. Je vais pas vers, je suis pas quelqu'un qui va à une soirée et qui a, qui va d'une personne à une autre et qui essaie de parler aux gens. Hein. Je vais vers les gens que je connais, je ne parle qu'aux gens que je connais et ça s'arrête là. T'aimes pas les gens en fait. C'est pas que j'aime pas les gens, je pense que j'ai un inconnu, c'est du potentiel danger dans ma tête, je sais pas. Et j'ai grandi d'une manière très très spéciale, dans un environnement très très difficile qui fait que j'ai été retirée à la garde de mes parents quand j'avais 12 ans. Mes parents étaient séparés et on m'a retirée à chacune de leurs gardes. Donc, parce que ça fonctionnait pas. Et de l'âge de 15 à 18 ans, j'étais en fugue. J'étais pas à l'école, j'étais en fugue. Donc j'ai eu une vie, j'ai eu même une petite période où j'étais borderline homeless, plus ou moins vivant dans la rue. Et ouais, ça développe pas la confiance en l'autre en général, et ça te rend pas très très sociable. Mais ces deux mecs-là, il fallait que je leur parle, donc je suis allée les voir, je leur ai dit moi aussi je joue au poker. Et un de ces deux mecs était Emmanuel Bevan, anciennement sponsorisé Winamax. Et ma chance, c'est que je suis une nana, ces deux mecs, ils ont juste vu une nana qui vient leur dire « Je joue au poker aussi, je peux rester avec vous », ils étaient absolument d'accord. Et ça a plus ou moins changé ma vie, cette rencontre, parce que... donc on a pris l'avion, ils ont fait bouger les gens et tout pour que je sois assis avec eux. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment nulle au poker, parce qu'on a fait un sit and go dans l'avion et je me suis fait défoncer. Mais enfin... Ils ont su en une partie que j'aimais le poker, mais que je valais rien. Et du coup, j'ai rencontré un ou deux autres joueurs de poker comme ça à Vegas qui m'ont empêché de perdre énormément d'argent. Parce qu'encore une fois, je surévaluais mon niveau d'une manière ridicule. Mais j'ai appris énormément, ils m'ont empêché de perdre énormément. Et surtout, quand je suis rentrée en France, ils m'ont présenté à tous les gens qui avaient de l'importance dans le poker français à ce moment-là. 6 mois après, j'étais co-présentatrice du Club Poker Radio. 1 an après, j'étais sponsorisée Barrière, alors que, encore une fois, à ce moment-là, je valais pas grand-chose. Mais pour le coup, j'ai rencontré les gens qu'il fallait pour que... c'est un peu... c'est presque un conte de fées, très très moderne, mais... les choses se sont goupillées d'une manière extraordinaire et ouais. C'est incroyable parce qu'à l'époque il y avait très très peu d'outils en plus pour progresser. Fallait vraiment Fallait fouiller, le vouloir. Ouais. Fallait le vouloir. Il y avait quelques bouquins mais il fallait les trouver en anglais, il n'y avait rien de traduit, c'était un petit peu avant le boom du poker. Il y avait quelques bouquins mais c'était pas de très bons bouquins en France. Je veux pas citer quoi que ce soit mais c'était pas génial. Mais... D'ailleurs, je regardais hier l'émission Le Carré dans laquelle tu es passé et tu racontais que tu avais fait très peu de résultats l'année où tu étais sponsorisé, mais qu'il y avait très un peu, tournoi, c'est un mot, mais il y avait aucun. un tournoi Bounty à 150 euros où tu avais gagné en fin de contrat et qu'on avait annoncé au micro de manière un petit peu spectaculaire. C'était horrible. C'est ça, on est sur un BPT, on est supposé rester jusqu'à la fin du week-end. Du coup, je fais ce 150 bounty avec les autres joueurs de la team qui sont plus dans le tournoi principal, pardon. Et alors je marche sur l'eau et tout se passe bien et je gagne le tournoi. Et bon, c'était quelque chose un peu pour la confiance vu que c'était l'année la plus catastrophique que j'ai jamais eue. Le problème, c'est que tout le monde était si au courant que j'avais eu une année catastrophique que la tournament director, Lucille Deneus, décide de l'annoncer au micro alors que c'est plus ou moins pendant la finale du tournoi principal. Elle m'appelle pour que je reçoive une espèce de plaque avec la main finale et dire que j'ai gagné un tournoi à 150 euros. C'était
C'était extrêmement humiliant. Mais je pense que ça venait d'un très bon... Alors, c'est une expression anglaise qui est repassée en français, mais d'un très bon endroit chez elle, toi. Elle voulait faire quelque chose de gentil, hein, mais c'était extrêmement humiliant que soudainement on soit glorifié cette non-performance. Mais bon. Et finalement, 2 ans après, tu fais deuxième de l'EPT. C'est ça. Il s'est passé quelque chose d'autre avant. En fait, le jour où j'ai quitté Barrière, le lendemain où j'ai quitté Barrière, je suis allée faire un tournoi à Wagram, anciennement Feu Wagram. Et j'ai gagné ce tournoi-là. Et après, c'était pas... Je pense que j'ai gagné 35 000 ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, j'avais beaucoup de mal à faire 2000 sur un tournoi dans l'année. Et soudainement, je quitte Barrière. Alors, je dis pas que c'est lié, hein, mais c'est... Tu parlais de pression quand même. Il y avait énormément de pression. Je pense que les gens qui nous géraient se rendaient absolument pas compte de ce que c'était que le poker de tournoi. Et pour eux, avoir quelqu'un dans leur team qui fait pas d'ITM, c'est avoir fait une énorme erreur, alors que dans l'absolu, rien n'est si blanc si noir. Il s'avère qu'à ce moment-là, j'aurais pas dû avoir un si gros contrat. Honnêtement, je pense réellement que j'avais un contrat bien trop élevé pour mes capacités, enfin pour mes talents, disons. Mais les gens qui nous géraient auraient pu être bien meilleurs dans la manière de gérer la team. Tout ce qu'ils voulaient, c'est du flashy, elle a encore fait ITM ou ils comprenaient pas, ils avaient aucune idée de ce que c'était que jouer des tournois professionnellement, aucune idée. Je suis allée à des réunions où on te faisait la tête parce que t'avais fait zéro performance, quoi. Juste, ça n'a pas de sens. Je sais pas, ils étaient pas prêts pour... Ouais, t'aurais préféré recevoir des encouragements. Oui, ou juste rien, en fait. Rien, ça aurait été pas mal, plutôt que ton manager qui refuse de t'adresser la parole parce que t'as pas fait de perf, quoi. C'est juste ridicule, on n'est pas des enfants, ils sont supposés avoir étudié la chose et avoir une idée de comment ça se passe. Mais ils pensaient juste que si on performait pas, c'est que... si on perfait pas... Encore une fois, je m'excuse pour le problème anglais-français, je ne sais plus quelle langue est quelle langue. Je pense que tu peux dire les deux. Les deux? Ok. Ouais. Ils pensaient que c'est juste on y mettait de la mauvaise volonté. C'était vraiment ça, quoi. Ils ont pas mis des gens compétents en tête de la team, pas du tout. Et du coup, quand tu gagnes enfin, pourquoi alors que tu viens de faire deuxième, que tu viens de gagner un petit peu ta crédibilité, que tu es sous la lumière des projecteurs, que tu viens de te construire une bankroll et que voilà, maintenant tu peux jouer beaucoup plus de tournois sans pression, pourquoi tu décides à ce moment-là d'arrêter? J'ai pas arrêté aussitôt. Ça m'a pris peut-être 1 an pour arrêter. Et j'ai pas arrêté... Enfin, j'essaye de trouver une façon claire d'expliquer ça, mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas quelqu'un d'heureux. J'ai eu une vie très compliquée avant le poker, très, très, très compliquée. Le genre de vie, si tu mets tout ça dans un film, les gens disent ouais, ok, ça va, ça fait un peu beaucoup quand même, on n'y croit pas. J'ai eu ce genre de vie-là. Et du mauvais côté, pas du côté chouette. Et je pense que je me suis pas rendu compte à quel point, enfin, je me rendais pas compte à quel point j'étais misérable, pour encore une fois utiliser un anglicisme. Quand j'ai gagné 1 million, ça aurait dû me rendre extrêmement heureuse et ça a fait plus ou moins l'effet inverse. Après Monaco, je ressentais plus. J'adorais jouer avant, vraiment. Les sessions du dimanche, j'étais si excitée à l'idée des sessions du dimanche et n'importe quel tournoi et je vivais poker. Et juste après Monaco, soudainement, j'avais plus du tout envie de jouer. J'avais perdu le goût de jouer. Le problème, c'est que j'ai grandi dans un environnement où on m'a dit que je serais jamais rien, que je ferais jamais rien. Et soudainement, je fais ce truc incroyable. Gagner 1 million avec le poker en 5 jours, c'est
assez incroyable. Et le lendemain, je me réveille, je veux plus jouer. J'aime plus jouer. Et le problème, c'est que je me définissais que par le poker. Pour moi, tout ce que j'étais, c'était le poker. Et si je jouais plus, eh ben, j'étais plus personne. Et un jour, je suis rentrée chez moi et j'avais de la drogue sur moi, de la poudre blanche sur moi. Et très peu, et c'était une des premières fois que je prenais cette drogue, et j'avais quasiment jamais pris de drogue avant, je buvais à peine, mais juste je rentre chez moi, j'ai ça, et j'essaye de jouer online tout en prenant ça, et soudainement j'aimais le poker à nouveau, mais tellement, et parce que pour moi, tout ce que j'étais, c'était une joueuse de poker, et que si je voulais plus jouer au poker, j'étais plus rien, j'ai commencé à jouer sous cocaïne, hein, je pense que c'était relativement clair. Et soudainement, je voulais à nouveau jouer tout le temps. Et du coup, pour l'année qui a suivi, j'ai joué sous cocaïne non-stop. Et je pense pour se rendre compte à quel point c'était un problème, c'est quand je dis non-stop, c'est non-stop. Je prenais de la coke 3 jours de suite en jouant non-stop. Je dormais 24 heures et je refaisais la même chose 3 jours de suite. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Évidemment, il n'y a pas d'histoire qui commence comme ça, qui finit super bien. J'ai failli mourir 2 fois d'overdose. J'ai fini en rehab, où on m'a dit que la quantité que je prenais, ils avaient quasiment jamais rencontré quelqu'un qui prenait autant, alors, j'ai énormément de chance. Normalement, j'aurais dû avoir énormément de problèmes de santé au niveau du cœur, du foie. Hein. Il s'avère que tout allait bien. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter parce que le poker online était devenu quelque chose que je faisais avec de la drogue. Ouais, c'était plus indissociable. L'association des deux, ouais. C'était impossible de faire l'un sans l'autre. Du coup, j'ai arrêté le poker online, ce qui veut dire quand tu es joueur pro qu'il faut arrêter tout le poker, hein, parce que le poker online, ça finance le poker live. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, en fait. Du coup, c'est un peu ton déclic et du coup, tu t'es dit, il faut que je trouve autre chose maintenant. J'avais pas vraiment le choix. Alors, le problème, entre guillemets, d'avoir juste gagné 1 million, c'est qu'il n'y a pas d'urgence dans trouver quelque chose d'autre. Et je pense quand t'es passé par ça, donc la drogue, t'as besoin de quelque chose qui se passe rapidement. Encore une fois, quand l'argent n'est pas un problème, j'ai repassé quelques mois après ça à manger des Pringles au lit en regardant des séries. Et c'est ce que je fais quand ça va pas, apparemment. Mais c'est là que je me suis souvenue j'ai toujours voulu faire du stand-up, toujours. Je pense que j'ai commencé à vouloir faire du stand-up, j'avais 16 ans peut-être. Le truc, c'est qu'en France, quand moi j'avais 16 ans, t'étais soit... Attends, c'était qui les gens en ce temps-là? T'étais soit Muriel Robin ou Bigard. Oh god, it's bad. Bigard, quelle horreur. Il y avait Elise Moon. Je pense qu'il était déjà mort, mais... Elise Moon? C'est pas lui qui est mort? Ah non. Ah non, c'est Eli Kaku. Oh my god. Ok. Bon, tu comprends où est la confusion. Bien sûr. Mais donc ouais, soit t'étais un très grand, soit t'étais rien. Il y a rien au milieu en France. Maintenant, ça se développe, ouais. mais avec mais le Jamel Comedy Club et tous ces trucs-là. Mais à ce moment-là, c'était pas du tout le cas. Et quand je faisais du théâtre, on m'a dit non, si tu veux faire de la comédie, fais des comédies, tu vois, des films comédie, du théâtre comédie, mais faire du stand-up, c'est pas une possibilité. Du coup, j'avais plus ou moins abandonné. Après, j'ai eu une carrière de 8 ans dans le poker, et quand je me suis retrouvée ne pouvant plus faire la seule chose que je pensais être capable de faire, donc jouer au poker, je me suis dit, et en ayant de l'argent, ce qui est une chance incroyable, je me suis dit, pourquoi pas essayer, et surtout que j'avais déménagé dans un pays où le stand-up est bien plus popularisé, où tu peux presque
tu peux gagner ta vie, pas extrêmement bien, mais tu peux gagner ta vie en juste faisant des clubs tous les soirs à Londres. On parle de Londres, ouais, tu étais déjà, d'accord. J'ai déménagé à Londres un mois, alors, énormément de chance, un mois avant de gagner 1 million, ce qui est juste Donc merveilleux. encore une fois, t'associes peut-être Londres à ta victoire, du coup. J'associe Londres au fait que les impôts français ne peuvent pas me prendre 600 000 euros surtout, mais ouais, ça c'est un des meilleurs timings que j'ai eu de ma vie, évidemment. Et mais ouais, ici c'est bien plus démocratisé le stand-up. Tu peux gagner ta vie en faisant 20 minutes tous les soirs, alors tu seras pas extrêmement riche, mais tu n'as pas besoin d'être un des grands pour faire du stand-up et pour aimer ta vie si le stand-up c'est ton truc. Et du coup je me suis dit ok, j'ai pris un cours juste parce que je suis française, je suis en Angleterre, il y a des codes quand même dans l'humour et il y a des choses qui sont interdites à certains endroits. Enfin, il y a des choses qui passent pas bien. Par exemple, ici, j'ai appris que tu peux pas te plaindre de ta... Une fois, j'ai fait un 10 minutes de stand-up dans un club et le MC, donc le MC, c'est le mec qui parle entre chaque comique. Et qui les introduit. Et il dit juste avant que je monte sur scène, oui, alors elle était joueuse de poker, elle a gagné 1 million, là, et j'arrive. Et ben non, ça ne fonctionne pas, ça. Hein, parce qu'ils me détestent tous à ce moment-là. Parce que il y a un respect dans l'art du stand-up, de quelqu'un qui aime tellement le stand-up qu'il est OK pour manger des pâtes tous les jours juste pour pouvoir continuer dans son art. Quand tu arrives et qu'on vient de dire que tu as gagné 1 million, les gens t'aiment pas. Il y a un a priori, quoi. Il y a un vrai problème avec le succès en Angleterre, avec le stand-up, pas avec le succès en général. L'Angleterre est un bon endroit pour progresser dans une carrière. Il n'y a pas ce truc qu'on a en France En France, montrer sa richesse, c'est effectivement voilà. pas... Alors qu'ici, montrer sa réussite, c'est absolument OK. C'est un peu comme c'est valorisé, ça montre que tu as travaillé. Mais dans le stand-up, c'est pas du tout une bonne chose. Si t'es beau gosse ou une belle nana, tu peux pas te plaindre à quel point c'est dur de date. Tu peux pas. Si tu peux pas te plaindre de ta vie du tout si t'as de l'argent. Et dans l'absolu, ça a du sens. Enfin, c'est un enfer de vivre à Londres si t'as pas d'argent. C'est une des villes les plus chères au monde. Quasiment le salaire de quasiment tout le monde passe juste dans le loyer et après il n'y a plus rien. Enfin, évidemment que t'es pas supposé pouvoir te plaindre. Mais j'ai appris ça de la dure manière après qu'on m'ait présenté comme la poker millionnaire qui maintenant fait du stand-up. Non, ça fait que les gens sont très très hostiles. Même si tu abordes des sujets difficiles pendant que tu passes sur scène. Et justement, alors c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mon show et que j'ai décidé de faire un one-woman show. C'est que à cause de mon passé et à cause de... Je sais pas exactement quels sont les autres critères, mais à cause de l'image que moi je projette, je suis pas facile à aimer en 5 minutes quand je fais du stand-up. Et alors que si je raconte mon histoire en entier, sachant que ça a commencé vraiment mal, enfin jusqu'au million, honnêtement, c'est pas spécialement une belle histoire. Le million est définitivement un truc chouette, mais si j'ai 1 heure pour parler de tout, soudainement, quand les gens entendent parler du million, il y a plus d'hostilité parce que ils connaissent l'histoire avant et ils vont connaître l'histoire après aussi. Qui est, j'ai dû abandonner le poker parce que j'ai développé une addiction monstrueuse et j'ai décidé de me diriger vers un avenir où il n'y a pas d'argent. Et tu vois, ça, les gens rentrent là-dedans, les gens t'apprécient là-dedans, tandis que si t'es juste la nana qui arrive sur scène et qui a de l'argent, en 5 minutes, on ne m'aime pas sur scène. T'as déjà pensé à faire une conférence TED ? Sur quoi ? Justement sur toi, parce que j'ai l'impression que ce qui est difficile, c'est aussi de faire rire le public quand tu parles de ta vie, parce que
tu dis que tu avais envie de faire de la comédie, mais peut-être que, j'en sais rien, hein, c'est que des spéculations, et peut-être que ce qui t'intéressait, en fait, c'était aussi de parler de toi, parce que tu as un parcours un petit peu atypique. Du coup, je me dis, effectivement, le stand-up, c'est peut-être pas la bonne voie, alors que, je sais pas si tu regardes un petit peu les conférences TEDx, mais les gens qui Si. viennent, au contraire, c'est très personnel. Ils sont sur scène en général pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est, je pense, en affichant ta vulnérabilité en 15 minutes que tu peux avoir une standing ovation comme tu pourrais difficilement avoir, dans ton cas, euh, dans le stand-up. Bah, l'avantage, c'est que j'ai eu très vite la possibilité de faire 1 heure, et en 1 heure, ça fonctionne, juste pas en 5 minutes. Les TED Talks, au moins, enfin, les gens qui font des TED Talks sont arrivés à une réalisation, sont arrivés à... Il y a quelque chose à la fin qui est supposé t'inspirer et tout ça. Enfin, dans mon cas, T'as quand même arrêté de prendre de la cocaïne. Enfin, je suppose qu'il y a énormément de gens qui Oui. seraient inspirés par ton parcours. oui, j'ai arrêté, mais je pense que c'est plus ou moins ce que j'essaye de faire avec mon show. La conclusion du show, plus ou moins, c'est que... alors, pour le coup, là, je m'excuse vraiment, le show est en anglais, donc j'essaye de trouver une... Comment Vas-y, ça fera dire ça progresser les correctement. auditeurs, c'est pas grave. Non, mais alors, ce que je dis à la fin, c'est que en gros, que ton pire ennemi, c'est ton cerveau, que ton cerveau t'envoie des informations constantes qui sont des mensonges absolus, que you're not good, que t'es pas suffisamment bien, que tu vaux pas le coup, que tu mérites pas. Ton cerveau passe son temps à t'envoyer ce genre d'informations. Et c'est comme ça que je finis mon show en disant que pour se sortir de n'importe quelle terrible situation, mais en gros, ok, je vais switch en anglais avec toi pour que ce que je dis à la fin, c'est que so your brain is a dick, your brain is always gonna tell you you're not good enough, you don't deserve anything, hein? And like most like problems and again it means you're not living in Syria. Ça veut, quand je parle pas de tout le monde, enfin si tu vis en Syrie, ton problème c'est probablement pas ton cerveau qui te dit que t'es pas good enough, mais quand tu vis dans un pays dans un pays où il n'y a pas de guerre, où juste ta vie c'est la vie que tu décides et que tu mènes, hein, la seule chose qui te met des bâtons dans les roues, c'est ton cerveau c'est toi-même qui te dit Qui que te crée des problèmes. Ouais, c'est ça que j'essaye de dire. Mais je galère à un truc de malade. Oh God. Mais j'ai l'impression que le cerveau, des fois, te crée des soucis juste pour que tu te sentes un petit peu vivant ou qu'il n'y ait pas de vide dans ta vie, tu vois. Tu penses pas? Non, continue ta pensée. Hein. J'écoute et je suis relativement d'accord. Mais je sais pas, dans mon cas, enfin, je gagne 1 million et soudainement mon cerveau me dit que c'est pas ok, que c'est pas mérité, que je vaux rien, et oh my God. Ça, c'est vachement fréquent. Le fait de, quand tu fais quelque chose de bien, de sentir que tu ne le mérites pas. C'est très connu, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Moi, je l'ai dès que je commence un nouveau boulot ou que je me lance dans un truc. Je me dis, ok, mais ils vont se rendre compte à un moment donné qu'ils m'ont recruté et qu'en fait, je fais pas l'affaire. Ouais. Ça, je pense que c'est très fréquent chez beaucoup de personnes. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu ça aussi avec le stand-up, parce que donc, je prends ce cours je pense que c'était en janvier 2015. Ouais. En janvier 2016, c'est ça. Je prends ce cours en janvier 2016 de stand-up juste pour connaître les codes en Angleterre. Et je rencontre, à un des cours, il y a un agent qui vient, c'est le meilleur pote du prof, et on doit tous faire un set de 5 minutes devant lui. Et à la fin, il me demande de rester et il me dit qu'il voudrait qu'on discute. Je lui raconte un peu ma vie et il me dit... Ok, alors c'est très très tôt, mais honnêtement, je pense que tu devrais écrire un one-woman show parce que c'est une histoire, juste que tu n'entends pas en général. Du coup, ça fait que les gens vont être intéressés. Et tu devrais juste essayer. Et en plus, apparemment, l'accent français fonctionne extrêmement bien sur n'importe qui n'est pas français. Mais du coup, quand j'ai eu mon show d'1 heure à raconter ma vie,
enfin, les premiers jours, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, ça fait 10 minutes que je fais du stand-up, comment j'ai un show d'1 heure, où il y a des gens, enfin, j'ai fait ça pendant un mois de suite. Il y a un festival qui est comique, théâtre, chant, tout, à Édimbourg tous les ans, ça s'appelle The Fringe, où il y a 1500 shows en même temps, non-stop pendant un mois. Et du coup, je me retrouve à faire ce truc-là pendant un mois. J'ai fait 28 jours de suite. Et ça fonctionne, hein, mais je comprends pas. Enfin, pour moi, le stand-up, encore une fois, c'était les grands ou personne. Et soudainement, j'ai ce show où les gens viennent. Hein, mais pendant un mois, je me suis sentie comme un imposteur encore parce que ça n'a pas de sens. Hein. Tu commences pas en janvier et soudainement, t'as un show entier à toi-même 6 mois après. Hein. Mais c'est la même chose qu'avec le poker. J'ai rencontré exactement la bonne personne au bon moment et les choses se sont passées comme ça. Et ça m'a, je pense, enfin, je dirais pas jusqu'à dire que ça m'a sauvé la vie, mais ça m'a énormément aidé à rester sobre et donc à pas prendre de drogue et à orienter le reste de ma vie. Ouais. Donc là, ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est... Maintenant, j'essaie d'écrire un livre parce que, en gros, ce qui s'est passé sur la longueur, c'est j'ai toujours voulu écrire un livre. Je me suis rendu compte que le plus facile, c'était d'écrire sur ce que je connaissais. Le problème, c'est que comme tout ce que je connaissais, c'était relativement noir, ce que j'écrivais, c'était du très lourd, avec énormément de pathos, hein, et ça fonctionne pas pour moi. J'écris pas bien comme ça. Après, il y a eu le poker. Et soudainement, j'ai décidé de faire du stand-up et je me suis rendu compte que pour moi, écrire d'une manière humoristique, c'est la manière qui fonctionne pour moi. C'est la manière dont je veux écrire. Et maintenant, du coup, je reviens à l'idée d'écrire un livre, mais toujours à propos de choses que je connais, mais qui ne soient pas noires ou dans le pathos, mais qui soient réellement légers et drôles et créatifs aussi. Et donc, ouais, je suis en train de juste. J'ai commencé. La première fois que j'ai essayé d'écrire un livre, j'avais 8 ans. C'est pas bien, hein, ou c'est un mauvais livre. Oh là là, ouais, je l'ai toujours et c'est effrayant. Mais j'ai toujours la même ambition, mais maintenant j'ai enfin trouvé le biais, la façon qui fonctionne pour moi, pour l'écrire. Donc on verra ce que ça donne. Hein. C'est lent, c'est dur, mais c'est ce que je veux faire. Donc, bon. Tu penses que tu vas remonter sur scène, par contre, c'est juste une petite parenthèse. Définitivement, ouais, c'est... Il y a 2 expériences dans ma vie qui ont été incroyables. Il y avait donc cette finale à Monte-Carlo, et c'est même pas spécialement le tournoi en lui-même, c'est... à la toute fin, donc je finis seconde, et à la toute fin, le directeur du tournoi annonce le premier et le deuxième, et donc ils annoncent le deuxième en premier, et parce qu'on est à Monaco, il y a énormément de gens français dans la salle, et je vois la moitié de la salle qui se lève sur leur chaise et qui applaudissent et tout ça, et honnêtement, c'est le plus proche que je serais jamais que d'être Mick Jagger à Wembley, quoi, et ça va très bien. Et quand je suis arrivée à la table finale et que j'avais tous mes potes qui étaient en train de porter une perruque blonde et pour me soutenir, c'est des moments vraiment magiques. Et donc il y avait ça. Et il y a la première fois où mon One Woman Show a vraiment fonctionné. Tu vois, t'as des soirs off, t'as des soirs où ça se passe moins bien, mais il y a eu des soirs qui étaient incroyables, où tout le monde réagit à tout ce que tu dis, tout le monde est en phase exactement avec ce que tu racontes, et tu partages vraiment une expérience incroyable. Et ça, ouais, les deux sont des moments ex aequo dans ma vie, des moments les plus incroyables. Et donc définitivement... je vais essayer de reproduire au moins là, celui du show et qui sait, peut-être gagner un tournoi un jour, again, si je peux rejouer. Qu'est-ce que, aujourd'hui, au niveau de la transition et de ta reconversion, qu'est-ce que tu ferais différemment? Il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Enfin, peut-être j'essaierais de pas passer par l'étape drogue, ça serait chouette. Ouais, mais peut-être que si tu passes pas par l'étape drogue, tu finis pas là où t'es aujourd'hui. Peut-être.
Enfin, non pas que je sois à un endroit si extraordinaire, hein. Juste, je fais quelque chose qui me plaît, et j'imagine que c'est un endroit très chouette, en fait, parce que c'est pas si courant, c'est pas si simple de te retrouver dans une situation où tu fais exactement ce qui te plaît. Juste, faites pas d'enfants, vous mariez pas, et vous avez une meilleure chance. Pourquoi tu dis ça? Le truc, c'est que, faire quelque chose, c'est très très dur que ce qui te rapporte de l'argent soit quelque chose qui t'épanouisse aussi. Et si t'as pas énormément de temps à y consacrer, c'est encore plus dur. Parce que, et puis si t'es une famille et tout ça, gagner de l'argent c'est peut-être un chouïa plus important que d'être absolument épanoui, je sais pas, j'en sais rien. Mais je prétends pas savoir ce que c'est parce que j'en ai aucune idée. Mais une des raisons pour laquelle j'ai eu la vie que j'ai eue, c'est qu'à aucun moment, ou plutôt à tout moment, j'ai pu prendre exactement la décision que moi je voulais, juste moi, sans rien extérieur qui m'empêche de le faire. Et est-ce que je serais plus heureuse avec 5 enfants? Peut-être, on sait pas. Probablement pas. Mais encore une fois, je suis pas en train de dire qu'avoir des enfants c'est pas bien, juste ça fonctionne pas pour moi, je pense. Mais oh my god, what am I doing? Where am I going? This is so bad. Et peut-être dernière question, est-ce qu'il y a eu un autre facteur déclencheur qui t'a fait arrêter la drogue? Parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu un double déclic, c'est-à-dire que tu te reconvertis professionnellement, mais t'arrêtes aussi de sniffer de la cocaïne. Donc, encore une fois, la réelle volonté de ne pas mourir, c'était... Donc c'est une prise de conscience personnelle. Ouais, juste il y a un moment où c'est pas de l'ordre du choix ici, là, tu te retrouves devant une décision qui est pas une décision, c'est soit tu continues et c'est fini, ou soit t'arrêtes et t'as une chance d'avoir une vie à nouveau, quoi. Donc c'est presque pas une décision, hein. Si tu donnes un peu de valeur encore à la vie, hein, c'est pas un choix, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Je vous invite également à aller voir l'épisode de Victor qui est déjà sorti. Victor va à la rencontre de Tristan et Edouard, 2 anciens joueurs de poker qui se sont reconvertis dans la street food. A bientôt.